Il y a quelques jours, on a fêté le fameux D-Day, le débarquement des Américains en Normandie, la fin finalement de la Seconde Guerre mondiale, et puis le début d'une nouvelle ère. On a fêté le sacrifice de nos anciens qui ont sauvé nos libertés. Ah, ça, c'est le discours bien évidemment officiel. L'histoire est toujours beaucoup plus nuancée, et ce qui est assez drôle dans tous ces événements finalement, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre les événements historiques, la façon dont ils sont rapportés et étudiés par la suite, et l'évolution qu'il peut y avoir de façon ultérieure, au fur et à mesure des années, dans la perception que les générations suivantes ont de cet événement. Alors c'est assez drôle parce que à l'époque, on sait très bien que la Russie a sacrifié plusieurs dizaines de millions de personnes, ce qui a permis effectivement, en occupant les Allemands sur le front Est, de faciliter ce débarquement. Alors cette notion de sacrifice, lorsque l'on compare les chiffres, elle prend une proportion tout autre, bien évidemment, avec ce pays qui a, encore une fois, comme je le dis, sacrifié énormément de sa population, comparé aux autres pays. Et puis, cette perception, elle a évolué au cours du temps. Alors, si on interrogeait une personne dans les années 50, ça lui paraissait pour elle évident. Et puis, quand on interroge les jeunes générations dans les années 2000-2020, il en est tout autre. Pourquoi ? Parce que Hollywood est passé par là. Voilà. Alors, ça change rien, bien évidemment, au sacrifice des gens qui, quand on regarde en plus les photos d'époque, quand on regarde les films, c'était des gamins d'une vingtaine d'années à peine, qui ont fait effectivement le sacrifice de leur vie pour la plupart, et le sacrifice de leur jeunesse, et puis de leur vie future, parce qu'on sait très bien que lorsque l'on part en guerre, on n'en revient jamais totalement. Mes deux grands-parents qui ont fait la guerre, j'ai été baigné dans leurs histoires quand j'étais plus jeune, et on voit bien qu'ils n'en reviennent jamais totalement. Voilà, c'est un bagage qui garde jusqu'à leur dernier souffle. Voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, on a vu, alors évidemment, vu la situation actuelle, ça paraissait compliqué d'associer la Russie à cet événement. Donc, il n'y a pas eu, évidemment, Poutine ne s'est pas déplacé. Je crois qu'il n'a pas été invité, bien évidemment. Il n'y a pas eu de drapeau russe non plus. Donc, en fait, l'histoire est occultée en fonction des événements actuels où il faut, bien évidemment, polariser un maximum la population sur les deux blocs qui se sont formés depuis quelques années. Et donc, on en oublie l'histoire. Alors tout ça fait penser un petit peu à 1984 de George Orwell. C'est intéressant, c'est un ouvrage qu'on retrouve un peu partout. Comme je l'ai dit, je l'ai vu la dernière fois dans une librairie en Bulgarie. L'année dernière, lors de mon voyage en Turquie, je l'avais effectivement trouvé aussi, donc en langue turque. Donc c'est quand même quelque chose qu'on ressort et qui est quand même corrélé à l'ère du temps. Voilà. Dans ce roman, effectivement, on parle de l'histoire des événements historiques qui sont remodelés à chaque fois en fonction des vues du parti. Voilà. Donc là aujourd'hui, évidemment, comme il faut polariser les gens, on va éviter de parler de cette période historique de façon équilibrée. Voilà, donc il y avait Zelensky dans son petit habit de G.I. Joe, comme d'habitude, qui vient faire le tour des popotes. Et puis, on occulte évidemment l'histoire, la véritable histoire, enfin si tant est qu'on puisse, définir une vérité historique, puisque voilà, tout est évolutif. Dans l'histoire, on retrouve toujours des documents qui nous permettent de modifier un petit peu la version officielle. Voilà. Alors en ce qui concerne le sacrifice des Russes, ça c'est quand même acté. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut pas trop en parler. Alors ce qui m'a intéressé, moi, là-dedans, c'est effectivement le discours de Macron qui a évoqué justement le sacrifice des anciens en faisant un parallèle avec la jeunesse de France aujourd'hui qui serait prête à faire le même sacrifice. Alors ça, c'est quand même super intéressant parce que là, on a effectivement des relents de patriotisme qui commencent à ressortir, alors que rappelez-vous, depuis quand même pas mal d'années, être patriote, c'est interdit. Être patriote, c'est bien quand il y a un match de foot. Et encore, vous pouvez sortir un drapeau algérien, quand on sort un drapeau français, ça évoque tout de suite l'ultra-droite, ça évoque la droite nationaliste, ça évoque le fascisme.
Enfin, c'est ce qu'on nous a inculqué quand même au moins depuis les années Mitterrand. Donc là, c'est quand même assez intéressant parce que là, on va nous sortir le patriotisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan derrière. Comme il y a une polarisation et puis que nos élites ont envie de nous emmener vers une troisième guerre mondiale, hein, on a bien vu quand même quel était le plan. Donc là, il faut ressortir l'élan patriotique des gens. Alors, c'est intéressant parce que ça pose quand même plusieurs questions. Hein, on est patriote pourquoi? Donc pour la France, pour l'Europe, pour les intérêts de groupes américains financiers. C'est assez vague tout ça, il faudrait préciser. Alors, ceci dit, je suis entièrement d'accord avec cette notion de sacrifice. Voilà. Ça, il est clair que pour moi, dans la vie, quand on sacrifie rien, eh bien, on n'obtient rien. Voilà, ça c'est la base. On fait des efforts pour tout. Et puis, effectivement, le fait de vivre à l'intérieur d'une nation, ça fait sens hein, d'avoir cette vision un peu communautaire où chacun doit donner sa part pour le groupe, tout simplement, pour la survie du groupe. Alors ça, je suis d'accord là-dessus. Maintenant, la chose qui me pose problème, c'est effectivement cette notion de patriotisme un peu variable, hein, voilà, c'est un peu comme l'histoire dans 1984, on va la modifier, la modeler en fonction des vues du moment. Voilà, donc c'est à géométrie variable. Hein. Donc aujourd'hui, le patriotisme, alors à qui on va s'adresser? Ça, c'est déjà la première des choses. Alors, il parle de la jeunesse de France. Alors la jeunesse de France, c'est quoi? Et les valeurs de la République. Alors je m'interroge, est-ce que aujourd'hui, quelles sont ces valeurs hein est-ce que on nous inviterait à aller nous battre pour défendre nos libertés? Je me dis que la notion de liberté est quand même un peu particulière, hein, avec tout ce qui s'est produit, ce qui s'est passé depuis les années 2020. Il faudrait peut-être un pass sanitaire, je sais pas, pour voilà. Alors de quel côté vous vous trouvez? Parce que effectivement, quel citoyen? Est-ce que c'est le citoyen qui s'est bien soumis et qui s'est injecté ce qu'il fallait, qui est comment dire, qui est concerné par cette invective, hein, allez vous battre, parce que les autres sont des citoyens de seconde zone, je rappelle quand même, hein, voilà. Donc, et pour quelle valeur? Donc la notion de liberté, là, elle est déjà un petit peu mise à mal quand même, hein, par rapport à ce qui s'est produit. Alors il y en a qui peuvent contester encore cette prise de position que j'ai eue depuis 2020, hein, en disant que c'était un gros scam, hein, ce truc, le Coco Circus. Je vais vous produire quand même quelques documents là qui sont assez récents pour vous montrer effectivement que la frange complotiste avait un petit peu raison depuis le début. C'est quand même assez étonnant. Donc on en revient à nos moutons. Pourquoi faut-il se battre? Alors, est-ce que c'est pour les forces de déconstruction? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai une vision, je suis un petit peu vieux aussi, donc j'ai une vision un peu traditionnelle du truc. Vous savez, cette histoire d'homme, femme, donc le wokisme, c'est compliqué. Est-ce que j'ai envie d'aller me battre? Alors, est-ce que on s'adresse aux nanas aux cheveux bleus avec des anneaux dans le nez, hein, parce qu'elles aussi seront concernées par la conscription? Est-ce que c'est elles, triple vaccinées, qui vont aller se battre pour les valeurs de la République? Ou alors est-ce que les sous-citoyens patriotes de base, un peu surannés, hein, comme moi, avec des valeurs un peu traditionnelles qui n'ont plus cours aujourd'hui, seront concernés aussi? Ça pose question, hein, voilà. Est-ce que effectivement, c'est la France de la diversité, est-ce que cette jeunesse de France, j'avais lu un commentaire dans un forum, effectivement, la jeunesse de France, elle prendrait vite le bateau pour traverser la Méditerranée. Alors, effectivement, la question, elle reste posée aussi, parce qu'on a quand même pas mal de binationaux aussi. Alors, est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à se battre pour les valeurs de la République, alors que par ailleurs, quand il y a un match de foot, ils sont plutôt, on va dire, algériens ou tunisiens plutôt que français. Donc ça pose la question aussi. Hein. Moi, je ne fais que poser des questions hein, dans cette vidéo. Ma prise de position personnelle ne concerne que moi. En plus, aujourd'hui, avec la censure, on peut pas trop non plus trop s'exprimer, on va dire. Donc, je pose des questions parce que c'est des questions qui sont intéressantes à être soulevées. Parce que quand vous apportez vous-même, à votre niveau, une réponse à ces questions, ça peut orienter évidemment votre prise de position. Parce que c'est quand même ça l'idée. Hein. Donc voilà, donc c'est une partie de la jeunesse de France qui effectivement serait prête à remigrer très rapidement pour éviter d'aller, et on les comprend bien, perdre leur vie au bout de 10 minutes dans un hachoir à viande dans un pays de l'Est qu'ils n'arrivaient même pas à situer sur une carte il y a encore 3 ans.
Donc là, la question aussi, elle est assez pertinente, hein. Donc on voit qu'effectivement, ce sacrifice de la jeunesse de France et la jeunesse européenne, il faut savoir à qui on s'adresse, voilà, et quelles sont ses valeurs à défendre. Voilà, ça c'est quand même primordial. Alors qu'on s'entend sur évidemment la notion de sacrifice, hein. Là pour le coup, je suis assez d'accord. Donc c'est quand même une question assez centrale parce que lorsque vous êtes prêt à consentir à un sacrifice, surtout quand vous avez un certain nombre d'informations, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, moi je suis issu d'une famille où j'ai vécu dans l'Est de la France, je peux vous dire que le prix du sang on l'a payé, hein, que ce soit en 14-18 ou dans les années 40 pour la Seconde Guerre mondiale. Hein. Moi, mes deux grands-pères, j'en ai eu un qui est resté 4 ans prisonnier en Prusse orientale, l'autre qui était engagé volontaire, bah évidemment, une fois qu'on s'est pris la déculottée qu'on connaît en 40, la gendarmerie française est venue le récupérer, il s'était caché, il était rentré dans sa région, et la gendarmerie française, hein, toujours bien légaliste évidemment, est venue le récupérer pour l'envoyer au service du travail obligatoire. Voilà, donc bon, il est resté quand même quelques années en Allemagne. Donc voilà, donc on a payé, hein, dans les années 14-18 c'est pareil, hein, je veux dire, moi j'ai des grands-parents bon, qui ont eu la chance de revenir, hein, blessés, hein, parce qu'il y a eu quand même quelques éclats d'obus dans les tranchées, d'autres n'ont pas eu cette chance, voilà. Donc aujourd'hui, à l'époque il y avait effectivement cette notion de patriotisme, les gens c'était assez clair, hein, ils avaient été élevés comme ça depuis l'école, bon voilà, les choses étaient assez claires, il fallait bouffer du boche. Aujourd'hui on est quand même un peu plus nuancé, hein. Parce qu'on voit bien quand même ce qui se passe, voilà, cette notion de patriotisme un peu variable, cette notion de valeur de la République, de liberté, d'égalité, fraternité. Moi, je me pose des questions. Voilà, je me dis, est-ce que ça a encore cours, tout ça, hein? Parce que, quelque part, il y a un truc qui me gêne quand même vachement, c'est cette notion, pour que ça fonctionne, hein, de patriotisme et de cette notion de nation, c'est la notion de contrat social. Depuis 2020, 2021, avec l'apartheid sanitaire qui a été mis en place, où on voit qu'il y a une partie de la population qui est quand même un peu exclue de tout, à qui dont on a privé de ses droits fondamentaux. Alors si vous êtes homme politique, ça va parce que vous avez une immunité sanitaire, hein. On n'était pas évidemment à une incohérence près. Bon, ok, les valeurs de la République. Alors justement, puisqu'on en parle, voilà, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a quand même des langues qui se délient, il y a des enquêtes qui ont été faites, pas en France. Alors, en France, c'est quand même un peu particulier, et en fait, on sait pourquoi, parce que on a bien vu que depuis Tchernobyl, on avait un microclimat quand même qui fait que on n'est pas concerné. Voilà, les nuages radioactifs contournent le territoire, et aujourd'hui, c'est exactement pareil. Vous voyez aux États-Unis que Monsieur Fauci, qui est quand même le Monsieur Santé, mais alors plus, hein, donc c'est l'équivalent de Véran à l'époque, mais enfin c'est les US, donc tout vient des US, donc c'est 20 fois plus important. Bah aujourd'hui il est quand même sous les feux de la rampe, et puis il est un petit peu malmené le bonhomme, hein, parce qu'il nous a quand même raconté un petit peu de la merde, hein, depuis 2020. En clair, il a reconnu que ils avaient quand même financé des gains de fonction sur un virus à Wuhan, donc en fait le truc il n'était pas naturel. Tiens, c'est étonnant. C'est étonnant parce que le professeur Montagnier et d'autres l'avaient dit. C'est pas un virus naturel. Bon bah là, officiellement ils ont reconnu que ils avaient financé des gains de fonction pour augmenter la charge plus ou moins létale du virus. Voilà, donc c'est un truc modifié par l'homme. Donc après, bon, il s'est échappé dans la nature, bon, et les accidents arrivent, hein. Les labos où on fait des petites manipulations comme ça, ils sont pas toujours bien sécurisés, hein. C'est un petit peu comme en Ukraine, hein. Il y a des labos américains comme ça où ils font des expériences un peu bizarres, il y en avait plein. Voilà. Bon, ça on n'en parle pas trop en France parce que ça va pas dans le sens du bon narratif, quoi. Bon, mais bon, ça existe quand même, hein. C'est comme ça. Et donc du coup, donc ça, Monsieur Fauci l'a reconnu. En plus, il a reconnu qu'il n'y avait aucun fondement scientifique au fait de porter une muselière, c'est le masque là qu'on voilà, et puis les confinements. Non, ça lui est sorti du chapeau comme ça. Bon, il est pas tout seul, hein, il ses copains derrière, hein, ils ont mis en place le truc, mais il y a aucun fondement scientifique. Voilà. Alors il reconnaît encore quand même, enfin il veut pas reconnaître que les vax ont créé beaucoup d'effets secondaires et puis une létalité dans la population de ceux qui présentent un schéma vaccinal complet, qui est un peu important. Alors ça, c'est un peu embêtant parce qu'effectivement, on a des études maintenant qui sortent. Et puis, des grands journaux
officiels, hein, qui font le relais de ça, qui disent ah bah ouais, on relaye, hein, il y avait le Télégraphe, le New York Post, et qui ont comment dire poussé hein, une étude faite par l'université des Pays-Bas qui dit que effectivement il y a une surmortalité parmi la population des vaccinés. Ah, puis pas un petit truc, hein, c'est-à-dire que dans 47 pays occidentaux, dont les US, eh bien, il y a une surmortalité parmi la population des gens qui sont complètement vaccinés, qui est super importante, au moins depuis 2021, depuis qu'ils ont poussé à fond le truc. Parce que, je rappelle un petit peu, ça a été un petit peu forcé quand même, le truc. Il y a eu un peu de coercition. On n'a pas laissé tout à fait le choix aux gens de le faire. Malgré ce que dit Trudeau, hein, quand on a vu comment c'est passé pour le convoi de la liberté, entre guillemets, au Canada, quand il dit aujourd'hui j'ai laissé le choix aux gens, non, pas vraiment. Ils n'avaient pas trop le choix. Ils avaient surtout l'embarras, comme disait Coluche. Hein. Et donc, voilà, quand on voit les chiffres, plus de 87%, 90%, hein, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais je vais les mettre en surimpression de cette vidéo. Voilà. Donc ça, c'est des études récentes qui sont poussées, pas par des organismes, on va dire, complotistes, hein, des officines médiatiques alternatives. Non, New York Post, quoi, voilà. Ah, il y a aussi autre chose, on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux cancers qui arrivent et qui frappent les populations, notamment les populations jeunes. Ah ouais, et puis ça crée des centaines de milliers de morts, hein. Les turbo-cancers, poum, le truc, voilà, allez, bim. Évidemment, alors en France, on s'interroge encore, parce qu'on se dit, ouais, ça commence à gratter un petit peu l'oreille, on se dit, ah ouais, tiens, mais alors, comment ça se fait? Parce qu'eux font pas la corrélation avec un événement mondial hein, qui s'est produit il y a quelques années, enfin ces dernières années, où on a forcé la population à s'injecter un truc expérimental pour lequel on n'avait pas de recul. Sur la base d'une nouvelle technologie quand même, hein, je rappelle, la RNMM, enfin bref, vous savez. Voilà, donc eux se posent la question, ils disent, ah, ça doit être peut-être le réchauffement climatique, probablement, sans doute. Hein, voilà. Alors, dans d'autres pays, ça bouge un peu. Comme je le dis, en France, il y a quand même ce microclimat qui fait que le nuage passe autour, mais ça finira par sortir. Mais en attendant, c'est plus à l'ordre du jour. Non, en attendant, il faut se sacrifier. Il faut que vous envoyiez vos gamins en Ukraine hein, pour que, effectivement, la démocratie puisse survivre à l'assaut de l'affreux ours russe. Donc ça, c'est le narratif officiel. Voilà. Donc, encore une fois, comme je le dis, la notion de sacrifice, ok, elle est inhérente à l'être humain. On est effectivement dans une dynamique spirituelle où on obtient des choses à partir du moment où on sacrifie. Voilà. Et si je veux effectivement prendre en force, je dois sacrifier mon temps, je dois souffrir pour soulever des poids. C'est comme ça et c'est valable pour tout. Et donc, la notion de sacrifice pétrit normalement l'humain. Voilà. Alors ça, c'est étonnant parce qu'on nous a vendu aussi la facilité. Voilà, il fallait mettre de côté un petit peu. Là, on ressort la notion de sacrifice. Ok, très bien. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est effectivement le contrat social. Sur quelle base on est censé devoir se sacrifier? Alors, si c'est pour le pays, ça, c'est aussi une notion intéressante parce que il faudrait savoir, effectivement, est-ce que on sacrifie pour le pays? C'est-à-dire la notion de territoire, hein, la France. Voilà. Alors quand on regarde l'histoire, il y a effectivement une évolution au niveau des territoires. Hein. Moi qui viens de Lorraine, à la base, on était indépendant, après on a été allemand, après on a été français. Voilà. Alors, ok, donc là déjà ça pose question. Ensuite, il y a le côté national. Donc est-ce qu'on se sent appartenir à un groupe? Donc alors la question qui reste posée maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que la France aujourd'hui? Qu'est-ce que représente la nation française? Voilà. Est-ce que je me sens appartenir à ça? Voilà, donc elle est composée évidemment d'une myriade de populations qui sont plus ou moins organisées en tribus. Hein. Vous avez effectivement la jeunesse de France plus ou moins apportée liée à l'immigration de masse des dernières années, avec des gens plus ou moins intégrés, d'autres qui ne le sont pas du tout, d'autres qui n'ont pas envie on va dire, de s'intégrer. Vous avez une frange, on va dire, progressiste, hein, donc la nana aux cheveux bleus, par exemple, je schématise. Vous avez effectivement encore une France plus traditionnaliste, hein, entre guillemets les droitards,
qui souvent s'oppose à la première partie énoncée au début. Enfin là, cette jeunesse du Sud, on va dire, voilà. Ouais, le socle sociétal me paraît quand même un petit peu fragmenté, pour le moins. Et puis, donc voilà. Et puis après, il y a effectivement les valeurs nationales qui sont véhiculées. Est-ce que vous voulez vous battre pour ça? Alors, si on prend liberté, égalité, fraternité, liberté, il n'y a pas. Liberté, égalité, c'est... Déjà à la base, c'est une connerie. Il n'y a pas d'égalité dans la nature. Mais bon, bref, passons. On va dire égalité devant la loi. On peut en discuter. Hein. Il faudra encore savoir si, effectivement, la société occidentale fonctionne sur le modèle de l'état de droit. Peut-être allez voir les vidéos de Valérie Bugeaud, qui est avocate, qui a son idée là-dessus. C'est très intéressant. Fraternité. Alors là, ça fait référence à la fragmentation, effectivement, de la nation, hein, comme je l'ai exposé il y a encore 2 minutes. Voilà, donc en fait, ça pose beaucoup de questions. Alors maintenant, il y a effectivement des conséquences concrètes, parce que derrière, si on vous demande un sacrifice, il va falloir l'organiser, ce sacrifice. Alors là, c'est intéressant parce qu'on se tourne vers un article du Bild, qui est un journal allemand, qui organise déjà la préparation de la Troisième Guerre mondiale et qui dit, en cas de Troisième Guerre mondiale, voilà comment ça va se passer. Donc, grosso modo, conscription, on va sacrifier, on va dire, la jeunesse. On sait, hein, quand on lance le process, on sait pas comment, c'est comme une baston. On sait comment ça démarre, mais on sait pas comment on va forcément finir, hein. Même celui qui la lance, la baston d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc, aujourd'hui, la conscription à partir de 25 ans, bon, quand on a vu l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, après, ils ont fait les fonds de tiroir, hein. Ils sont allés chercher les vieux, ils sont allés chercher les très jeunes. Bon, là, ça sera un peu pareil. Alors, la beauté aussi de notre époque fait que, effectivement, tout le monde est concerné, hein. Donc, les nanas, les mecs qui se prennent pour des chèvres ou des licornes seront aussi concernés. Quand on aura pu, effectivement, de droitard un peu vaillant, qui a rien compris au film et qui voudra aller se tester sur un champ de bataille qui ne le concerne pas, on ira récupérer, effectivement, un gamin, une nana qui se prend pour une chèvre, etc., etc. Un vieux qui est grabataire, hein, sous médoc, enfin... Ça risque d'être intéressant. Donc, effectivement, regardez cet article du Bild. Parce que là, effectivement, alors il y a effectivement les réquisitions. Hein, si vous travaillez dans le milieu médical, alors là, pour le coup, je ne sais pas si effectivement, peut-être qu'on réintégrera les soignants qui ont été écartés. Hein, il y a quelques années, hein, dont on a organisé la mort sociale. Là, on aura peut-être besoin d'eux. Hein, on créera un hôpital de campagne, on les mettra tous dedans. Puis bon, ils devront gérer les gens qui sont amputés, qui seront fait bouffer par un drone, ou voilà. Ok. Contrôle des capitaux, bien évidemment. Réquisition, conscription, voilà. Et tout le monde, encore une fois, comme je l'ai dit, sera concerné. Pour quels objectifs? Voilà. Là, la question, elle est aussi intéressante. Hein. Quels sont les objectifs? Alors moi, vous connaissez ma position par rapport à ça. Je vous répète que tout ça tient... Il y a 2 éléments, en fait. Il y a le cœur du réacteur nucléaire du Bousin, qui est la monnaie, et puis le fonctionnement du système monétaire. Voilà, on est en bout de bout. Voilà, c'est l'argent dette, puis on est... avec l'endettement des États, ils pourront pas rembourser tout ce qu'ils ont emprunté, ils continuent de dépenser comme des gorées l'argent qu'ils n'ont pas. Donc on imprime à tour larigot, on a de l'inflation, ce qui est logique. Donc on arrive au bout du cycle. Et en général, une bonne guerre permet de faire table rase de tout ça parce qu'on dit, écoutez, on peut pas rembourser, mais c'est l'effort de guerre. Hein. Donc voilà. Donc après, on met en place un nouveau système. Bretton Woods 2 ou 3, je sais pas. Enfin bref. Avec la monnaie numérique, le contrôle social, et puis toutes les joyeusetés qui sont prévues dans tous les films dystopiques qu'on nous a servi, qu'Hollywood nous a servi depuis les années 70. Je pense même qu'on ira jusqu'à Soleil Vert. Hein. Donc vous finirez par bouffer votre grand-père, peut-être, hein, sous forme de tablette, on va dire, super protéinée. Bref, voilà, donc la question, elle reste posée. Il y a effectivement un problème de contrat social. Le sacrifice, ok. Maintenant, le contrat social, pourquoi on se sacrifie? Pour qui? Et pour donner quoi? Quel est l'objectif derrière, hein? Voilà, donc... Moi, je pense, encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué, que c'est un paravent et que les 2 raisons essentielles, c'est ça, c'est la fin, finalement, du socialisme, donc qui va se durcir
pour produire un communisme 2.0 pour survivre, tout simplement, parce que les gens qui sont au pouvoir veulent conserver toujours le pouvoir. Et derrière, au-delà de ça, il y a effectivement une vision un peu messianique, hein. Voilà, quand vous avez tellement de pognon que vous croyez le nouveau Dieu incarné, vous avez déjà le pouvoir finalement, vous pouvez infléchir en prenant le contrôle des instances supranationales selon vos vues. Derrière, il y a une vision qui est autre, qui est un peu plus, on va dire, spirituelle, au mauvais sens du terme, hein. Pourquoi je dis le mauvais sens du terme? Parce que on a envie de finalement modifier la structure de l'humanité, la structure du monde, et on se croit armé, on se croit autorisé à le faire, alors que la nature se régule elle-même. Bref. Et donc, vous imposez aux autres quelque chose qui une vue que vous avez pour vous-même, pour l'environnement. En général, c'est toujours un peu biaisé, parce que si vous demandez des sacrifices, en général, vous les faites pas. Ça, c'est aussi une notion qui est intéressante, hein. Parce que demander des sacrifices aux autres sans consentir soi-même à en fournir, ça pose question, hein. Voilà. Moi, quand je revois les années précédentes historiques, hein, les vieux films, Winston Churchill était habillé en costume, De Gaulle, tout ça. Enfin, je vois pas un guignol habillé en G.I. Joe qui met pas le pied dans une tranchée. C'est de la com, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par essence, je me méfie, hein. Voilà, c'est tout. Donc, les gens qui me demandent des sacrifices alors qu'ils sont pas eux-mêmes prêts à en consentir, je me méfie. Voilà. Donc, écoutez, je n'ai pas apporté de réponse à toutes les questions que j'ai soulevées, mais je vous invite fortement vous-même à y réfléchir parce que il y a des conséquences derrière qui peuvent être vraiment dramatiques et il est urgent effectivement à titre individuel d'apporter des réponses à ces questions et puis d'adopter un positionnement, d'essayer du moins et puis de s'y tenir, hein, voilà. Ah, écoutez, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo, hein, par rapport au point que j'ai soulevé, quel est éventuellement votre positionnement à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que j'ai entièrement tort, hein, je veux dire, pourquoi pas, de toute façon, je ne cherche pas, moi, à agréger. Ma norme, elle est par rapport à moi-même, elle n'est pas par rapport aux autres, ni au regard des autres, ni par rapport à le consensus de la majorité, j'en ai rien à foutre en fait, hein. Voilà, je suis ma propre norme, donc à partir de là, je fais mes propres analyses, je réfléchis, je soulève les questions, qui fâchent très souvent, j'y apporte des réponses à mon niveau et un positionnement qui va avec, qui ne me concerne que moi. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas la prétention, moi, par exemple, d'imposer quoi que ce soit aux autres. J'aime trop la liberté individuelle pour ça. Allez, je vous dis à plus.